Bismillahirrahmanirrahim. Nous aborderons dans cette présentation un sujet très intéressant qui nous permet de faciliter la tâche dans la prise en charge des malades qui se présentent aux urgences et en consultation pour un niveau tensionnel élevé. Donc, je vais vous parler des urgences hypertensives, comment les reconnaître et comment les traiter. Nous allons commencer par la définition. L'urgence hypertensive. L'urgence est une situation pathologique caractérisée généralement par la nécessité d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique rapide. Hypertensive est en rapport avec une élévation du niveau tensionnel. Donc, l'urgence hypertensive est une situation caractérisée par un niveau tensionnel élevé et qualifiée comme urgence et par conséquence, elle nécessite une prise en charge rapide. Mais est-ce que ce niveau tensionnel, pris d'une façon isolée, permet de classer la gravité de l'hypertension artérielle en urgence? La réponse est non. Plusieurs études ont évalué les patients qui viennent aux urgences pour HTA grade 3 ont montré qu'il n'y a pas de différence en termes du niveau tensionnel entre le groupe des urgences hypertensives et le groupe des HTA non urgentes. Donc, une pression artérielle très élevée ne permet pas de façon isolée de différencier entre les deux groupes. C'est-à-dire, une pression artérielle systolique supérieure à 200 et diastolique parfois supérieure à 130 ne permet pas de façon isolée de dire que le patient présente une urgence hypertensive. Et est-ce que les symptômes ont une valeur discriminative? C'est-à-dire, est-ce que la symptomatologie permet de classer la gravité de cette situation? La réponse est oui. Voilà un très bon papier d'une étude italienne publiée en 1996 qui montre que pour les patients ayant une crise hypertensive définie dans cette étude par une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 120, le fait d'avoir des céphalées, des épistaxis, une arythmie ou une agitation psychomotrice, c'est ce qu'on appelle la crise de nerfs dans le langage courant. Le fait d'avoir ces signes est plutôt en faveur d'une HTA non urgente, tandis que le fait d'avoir une douleur thoracique, une dyspnée ou un déficit neurologique vous oriente vers une urgence hypertensive. Donc, les céphalées, l'épistaxis ne sont pas des facteurs de gravité et pourraient presque même nous rassurer sur l'absence d'urgence hypertensive. Bien sûr, il faut savoir différencier les céphalées banales qui sont fréquentes et ne représentent pas un signe d'atteinte d'organes cibles, des céphalées particulières qui sont généralement brutales, latéralisées ou violentes. Parmi les céphalées particulières, nous avons les céphalées liées à l'hémorragie méningée, qui sont des céphalées particulièrement violentes. Nous avons également les céphalées de l'HTA maligne ou de l'encéphalopathie hypertensive, qui sont généralement associées aux d'autres symptômes comme les nausées, vomissements et des troubles confusionnels. En résumé, les céphalées sont considérées comme un point d'appel généralement retrouvé dans les niveaux tensionnels très élevés, mais elles ne témoignent pas en tout cas de signes neurologiques focaux. Selon les dernières publications des différentes sociétés savantes, c'est-à-dire les recommandations américaines de 2017, européennes de 2018 et les recommandations de la Société internationale de l'hypertension artérielle de 2020, l'urgence hypertensive est définie par une association d'un niveau tensionnel très élevé, supérieur à 18-11, c'est-à-dire l'équivalent d'une HTA grade 3 pour les Européens, et supérieur à 18-12 pour les Américains, associé à une atteinte aiguë des organes cibles secondaires à l'hypertension, et qui nécessite donc une réduction immédiate de la pression artérielle afin de limiter l'extension ou de permettre la régression des dommages de l'organe cible. Les organes cibles, c'est le cœur, la rétine, le cerveau, les reins et les grosses artères. Pour distinguer la véritable urgence hypertensive et la poussée tensionnelle avec une pression artérielle supérieure ou égale à 18-11, le mot-clé est la souffrance viscérale. Donc, distinguer les patients sans souffrance viscérale, même s'ils ont une épistaxis ou des signes neurosensoriels qui n'argumentent pas la présence d'une urgence vraie, et de l'autre côté, où l'élévation de la pression artérielle est associée à des signes de souffrance viscérale, qui menacent le pronostic vital.
Il faut distinguer également l'urgence hypertensive de l'HTA sévère chronique caractérisée par un niveau tensionnel supérieur ou égal à 18-11 sans signe de souffrance viscérale. Donc, elle n'engage pas immédiatement le pronostic vital et qui nécessite généralement un réajustement thérapeutique. Il faut faire la différence entre une atteinte des organes cibles secondaires à l'HTA chronique, comme l'hypertrophie ventriculaire gauche, la microalbuminurie, et la souffrance viscérale aiguë immédiate, appelée également l'atteinte aiguë des organes cibles. Donc, atteinte non aiguë des organes cibles au cours de l'HTA chronique et souffrance viscérale ou atteinte aiguë des organes cibles au cours de l'urgence hypertensive, ce n'est pas la même chose. L'urgence hypertensive est définie par l'association d'un niveau tensionnel très élevé au-delà de 18-11 et une souffrance viscérale, c'est-à-dire une atteinte aiguë des organes cibles. Et pour mémoriser ces organes cibles, il faut retenir l'acronyme CORN. C pour désigner une atteinte cardiovasculaire, OAP, syndrome coronaire aigu ou dissection aortique, O pour l'atteinte oculaire, représentée par le stade 3 à 4 de la rétinopathie hypertensive, et qui représente l'élément de base de la définition d'une HTA maligne, R pour l'atteinte rénale, N pour l'atteinte neurologique, AVC ou encéphalopathie hypertensive, et E pour l'éclampsie. L'épidémiologie de l'urgence hypertensive. L'analyse de ces cohortes françaises, italiennes, suisses et brésiliennes, bien qu'ils n'ont pas pris la même définition de l'élévation importante de la pression artérielle, permet d'estimer le taux de consultation en urgence pour une HTA grade 3 entre 0,5 à 3,5% et dont 8 à 44% représentent des vraies urgences hypertensives. Voilà une autre cohorte, une grosse cohorte américaine qui a analysé 20% de tous les passages aux urgences dans 947 structures hospitalières dans le cadre d'un projet d'évaluation du coût et de l'utilisation du système de soins. Cette cohorte a retrouvé que l'HTA grade 3 représente 4,6 sur 1000 passages aux urgences. C'est à peu près 1 sur 200. Et donc, 36%, c'est-à-dire l'un tiers de ces patients ont des vraies urgences hypertensives. Les principales urgences sont représentées par l'OAP, 31% dans la cohorte italienne et 37% dans la cohorte française, l'AVC, 22%, 45%, et le syndrome coronaire, 18% et 14%. Une étude marocaine prospective étalée sur 6 mois portant sur 61 cas d'urgence hypertensive a retrouvé que les principales urgences étaient représentées par l'OAP, 75,4%, et l'AVC hémorragique, 26,2%. Le diagnostic. Il existe plusieurs formes d'urgence hypertensive et on va commencer par l'OAP. L'OAP cardiogénique est une inondation alvéolaire secondaire à une augmentation de la pression capillaire pulmonaire hydrostatique. Son diagnostic est généralement facile et basé sur la présence d'une orthopnée avec une tachypnée superficielle d'apparition rapide. Le patient est cyanosé, couvert de sueur, assis au bord de son lit, angoissé et se plaint d'une toux avec grésillement laryngé. Rarement, une expectoration rose saumonée. L'auscultation pulmonaire confirme cette inondation alvéolaire en retrouvant des râles crépitants envahissant les deux champs pulmonaires. L'auscultation cardiaque retrouve une tachycardie, un bruit de galop gauche et parfois un souffle s'il y a une cardiopathie sous-jacente. La radiographie permet de confirmer le diagnostic en montrant un syndrome alvéolaire parahilaire bilatéral réalisant un aspect caractéristique en aide de papillon. Le CG est pour rechercher une étiologie comme l'arythmie, le trouble conductif et l'ischémie. L'échocardiographie est pour rechercher une cardiopathie sous-jacente et pour évaluer la fonction systolique et diastolique du ventricule gauche. Le taux de BNP
peut aider le diagnostic dans les formes difficiles à différencier l'OAP cardiogénique d'une infection pulmonaire ou d'un œdème pulmonaire d'origine non cardiogénique. En résumé, l'apparition d'une orthopnée brutale avec des râles crépitants à l'auscultation pulmonaire dans un contexte d'une élévation sévère de la pression artérielle permet de poser le diagnostic d'une urgence hypertensive avec OAP. Et la radiographie thoracique est considérée comme un examen clé du diagnostic différentiel. Le syndrome coronaire aigu. Son principal mécanisme est représenté par la rupture d'une plaque d'athérome et la formation d'un thrombus intracoronaire à l'origine, soit d'une occlusion totale au cours du syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, soit d'une occlusion partielle au cours du syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Son diagnostic est basé sur l'analyse de ces trois entités. L'entité clinique, représentée par la douleur thoracique angineuse, l'entité électrique, représentée par des troubles de repolarisation et qui permet de distinguer le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST, du syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST. Et l'entité biologique représentée par la positivité des marqueurs biochimiques de la nécrose myocardique, troponine ou CPK-MB. Généralement, la positivité de deux entités parmi ces trois permet de poser le diagnostic. La dissection aortique. C'est un clivage au sein de la média à porte d'entrée intimale, créant ainsi un faux chenal. La clinique comprend une douleur thoracique aiguë, intense et migratrice. Il peut s'y associer une asymétrie d'époux et ou de la pression artérielle. La confirmation se fait par l'angioscanner ou par l'échographie transœsophagienne. La rétinopathie hypertensive. Elle est considérée comme souffrance viscérale lorsqu'elle est de stade 3 à 4. Elle représente l'élément de base de la définition d'une HTA maligne. Donc, l'HTA maligne est définie par une association d'une élévation sévère de la pression artérielle, généralement supérieure à 200-120, et d'une rétinopathie bilatérale, stade 3 à 4. D'autres manifestations sont fréquemment retrouvées au cours d'une HTA maligne, à savoir l'insuffisance rénale, la microangiopathie thrombotique et l'encéphalopathie hypertensive. La néphropathie se voit essentiellement au cours des HTA malignes. La lésion histologique caractéristique est représentée par la néphroangiosclérose maligne. C'est une lésion de petites artères, des artérioles et des glomérules, caractérisée par une obstruction de la lumière vasculaire, une nécrose fibrinoïde artériolaire, des glomérules ischémiques avec des lésions de microangiopathie thrombotique. Elle se manifeste sur le plan clinique par un syndrome polyuropolydipsie, soif intense et parfois une hématurie. Et sur le plan biologique par une hypokaliémie liée à un hyperaldostéronisme secondaire, par une insuffisance rénale fonctionnelle et ou organique et par une hématurie et protéinurie. Qu'est-ce que ça veut dire une microangiopathie thrombotique? MAT. Microangiopathie est une pathologie qui touche les petits vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les artérioles et les capillaires. Thrombotique, c'est-à-dire en rapport avec la thrombose. Et donc, la microangiopathie thrombotique est une pathologie des petits vaisseaux en rapport avec la thrombose. La présence de thrombose au niveau de ces petits vaisseaux entraîne une explosion des hématies, ce qui entraîne leur hémolyse. Et on aura alors une diminution des globules rouges, c'est-à-dire une anémie par hémolyse. Et bien sûr, la thrombose disséminée des petits vaisseaux est responsable d'une consommation des plaquettes. Et donc, la microangiopathie thrombotique se manifeste sur le plan biologique par une thrombopénie par consommation et une anémie hémolytique. L'anémie hémolytique est une anémie, c'est-à-dire avec un taux d'hémoglobine bas, régénérative, avec un taux de réticulocytes élevé, lié à l'hémolyse. La confirmation de l'hémolyse se fait par la mise en évidence de schizocytes sur un frottis sanguin, qui sont des globules rouges fragmentés, et la confirmation d'un relargage à l'intérieur des vaisseaux sanguins des composants du globule rouge. Donc, nous aurons
une augmentation du taux de LDL et du taux de bilirubine libre qui représente le principal produit de dégradation de l'hème. Et nous aurons également une consommation de l'aptoglobine, qui est une glycoprotéine qui se fixe sur l'hémoglobine extraglobulaire pour l'éliminer dans le système réticulo-endothélial. Il existe des maths primitives et des maths secondaires. L'amélioration de ce tableau par le contrôle tensionnel permet de différencier cette maths secondaire à l'HTA sévère des maths primitives et des autres maths secondaires. Chez le patient normotendu, le maintien d'un débit cérébral normal lorsque la pression artérielle moyenne est entre 60 et 160 mm de mercure est assuré par un mécanisme d'autorégulation, c'est-à-dire l'activation d'une vasoconstriction cérébrale en cas d'une élévation de la PAM et d'une vasodilatation dans les hypotensions. Cependant, chez le sujet hypertendu, la courbe est décalée à droite. Donc, la limite inférieure pour une bonne perfusion cérébrale est parfois égale à 120 mm de mercure, dû à des changements structuraux des petites artérioles. C'est pour ça qu'une baisse rapide de la pression artérielle chez un hypertendu est délétère et peut induire une ischémie cérébrale. Revenons à l'encéphalopathie hypertensive. L'élévation brutale et ou importante de la pression artérielle peut entraîner un dépassement des mécanismes d'autorégulation, conduisant à l'apparition d'un œdème et d'une hyperpression intracrânienne. Sur le plan clinique, l'encéphalopathie hypertensive se manifeste par des signes d'hypertension intracrânienne, céphalée, nausées et des vomissements, et parfois des déficits neurologiques non focaux, comme les troubles visuels, les troubles de conscience et des convulsions généralisées, rarement localisées. L'examen du fond d'œil retrouve généralement une rétinopathie stade 3 ou 4, mais il peut être normal. L'imagerie cérébrale permet d'éliminer un diagnostic différentiel comme l'AVC et l'hémorragie intracérébrale et de confirmer le diagnostic par la visualisation d'un œdème de la substance blanche à l'IRM en séquence T2. L'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral est une situation particulière. L'élévation de la pression artérielle est fréquente chez les patients ayant un AVC aigu, qu'ils soient ou non antérieurement hypertendus. Elle est considérée comme conséquence de l'AVC et liée généralement à la stimulation des récepteurs de l'ischémie cérébrale, qui déclenche une vasoconstriction périphérique par le biais d'une hyperstimulation sympathique. Le diagnostic de l'AVC est basé sur la constatation d'un déficit neurologique focal d'installation brutale, et la confirmation se fait par l'imagerie cérébrale. Il faut savoir qu'à la phase aiguë d'un AVC, il y a une perte de l'autorégulation du débit cérébral, et la corrélation entre PAM et débit cérébral devient linéaire. C'est-à-dire que la modification du niveau tensionnel entraîne directement une modification du débit cérébral, et par conséquence, une baisse rapide de la pression artérielle peut aggraver l'ischémie du tissu viable de la zone pénombre. Un bénéfice de la réduction de la pression artérielle est possible dans l'AVC hémorragique, mais douteux dans l'AVC ischémique. Donc, il faut éviter l'administration d'un traitement hypotenseur avant la réalisation d'une imagerie cérébrale. Et en cas d'AVC ischémique, il faut respecter l'élévation des chiffres tensionnels et le traitement hypotenseur n'est indiqué qu'en cas d'une élévation majeure dépassant les 220-120 mm de mercure et en cas de thrombolyse avec une pression artérielle supérieure à 185-110 mm de mercure pour éviter la transformation hémorragique
ou s'il est associé à une autre urgence comme la dissection et l'OAP. Au cours de la grossesse, l'HTA chronique est définie par une hypertension artérielle préexistante avant la 20e semaine. L'HTA gravidique est une hypertension artérielle survenant après la 20e semaine. La prééclampsie est une hypertension gravidique associée à une protéinurie significative. La prééclampsie sévère est une prééclampsie avec une pression artérielle systolique supérieure à 170 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mm de mercure. L'éclampsie, ce sont des crises convulsives potentiellement fatales provoquées par une hypertension artérielle intracrânienne chez la femme prééclamptique. Le HELP syndrome est une microangiopathie thrombotique secondaire qui associe une thrombopénie, une anémie hémolytique et une cytolyse hépatique. La prééclampsie sévère, l'éclampsie et le HELP syndrome sont des urgences hypertensives qui nécessitent une hospitalisation et une prise en charge rapide. Revenons maintenant à l'HTA maligne. Ce terme est apparu après la publication de ce papier en 1939 et qui a essayé d'évaluer la corrélation entre le stade de la rétinopathie hypertensive et le pronostic des patients hypertendus. Il faut noter que cette étude est très ancienne et réalisée avant l'apparition du traitement antihypertenseur. Cette étude a montré que les patients hypertendus atteints de rétinopathie de stade 3, c'est-à-dire avec des hémorragies et des exsudats rétiniens, avaient un taux de mortalité de 78% à 3 ans. Et ceux qui avaient un grade 4, caractérisé par un œdème papillaire, étaient quasiment tous morts à 3 ans, avec une mortalité de 94%, c'est-à-dire qu'il avait la mortalité des cancers, d'où le terme d'HTA maligne. Bien sûr, l'apparition du traitement antihypertenseur a changé complètement le pronostic de ces patients. Voilà une autre étude publiée en 1986 et qui confirme le mauvais pronostic de la rétinopathie stade 3 et 4 et qui n'a pas trouvé de différence significative en termes de survie entre le stade 3 et le stade 4. Le premier signe ophtalmoscopique de la rétinopathie hypertensive est la diminution du calibre artériel par le phénomène d'autorégulation. Donc, le stade 1 est caractérisé par un rétrécissement artériel diffus. Sur cette image, on note des artères qui sont plus claires que les veines. Les veines qui sont riches en gaz carbonique. Et donc, les artères ont un diamètre plus réduit, donc un rétrécissement artériel diffus, définissant le stade 1. Le deuxième stade est le stade d'artériosclérose, caractérisé par des constrictions focales, une accentuation du reflux artériolaire dû à l'épaississement pariétal et qui donne à l'artère un aspect argenté ou cuivré, et le signe caractéristique du croisement artério-veineux. Donc, la veine rétinienne apparaît écrasée au niveau du croisement artério-veineux et dilatée en amont. Cela correspond à un rétrécissement du calibre veineux par la paroi de l'artère artériosclérose. Voilà. Le stade 2, caractérisé par le signe du croisement, voilà, avec une accentuation du reflux artériolaire. Une accentuation du reflux artériolaire. À un stade plus tardif apparaît le phénomène exudatif et l'occlusion des artérioles précapillaires. Le phénomène exudatif se voit en présence d'une HTA sévère ou d'installation rapide. Donc, les capacités d'autorégulation sont dépassées.
À ce stade, la barrière hémato-rétinienne est rompue. Cela se traduit par des hémorragies superficielles qui sont généralement de disposition péripapillaire, se traduit par un œdème maculaire et par des exsudats secs et dans les cas extrêmes par un œdème papillaire. L'occlusion des artérioles précapillaires est responsable de nodules cotonneux et d'hémorragies rétiniennes profondes qui sont généralement rondes et disposées sur toute la rétine. Elles traduisent la présence d'infarctus rétinien. Voilà le grade 3, caractérisé par des hémorragies rétiniennes superficielles liées à la rupture de la barrière hémato-rétinienne ou profondes liées à l'occlusion des artérioles précapillaires. Les nodules cotonneux liés à l'occlusion des artérioles précapillaires et les exsudats secs liés à la rupture de la barrière hémato-rétinienne. Le grade 4 est défini par les signes du grade 3 associés à un œdème papillaire lié à un phénomène exsudatif sévère. Voilà cette image qui montre une rétinopathie stade 3 caractérisée par la présence des hémorragies en taches et des exsudats. Cette dernière image montre un aspect typique d'une rétinopathie hypertensive stade 4 caractérisée par la présence des signes en rapport avec une rétinopathie stade 3, des hémorragies profondes et des exsudats associés à un œdème papillaire. Voilà la première figure qui montre un rétrécissement artériel diffus avec un rétrécissement artériel focal et un signe de croisement en rapport avec une rétinopathie hypertensive stade 2. La deuxième figure montre des signes de croisement avec une accentuation du reflux lumineux artériolaire. Donc, c'est une rétinopathie hypertensive stade 2. La troisième figure montre un nodule cotonneux avec des hémorragies rétiniennes. Donc, c'est une rétinopathie hypertensive stade 3. La quatrième figure montre des taches cotonneuses avec un signe du croisement. Donc, en rapport avec une rétinopathie stade 3. La cinquième figure montre de multiples nodules cotonneux avec des hémorragies rétiniennes et un œdème papillaire définissant la rétinopathie stade 4. L'HTA maligne est définie actuellement, selon les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie et de la Société internationale de l'hypertension artérielle, par une association d'une élévation tensionnelle sévère supérieure à 20/12 avec une rétinopathie stade 3 à 4. Elle se manifeste sur le plan clinique par une altération récente de l'état général, une asthénie, amaigrissement, polyurie, soif, avec ou sans troubles visuels récents. Elle est fréquemment associée à une atteinte rénale, à une microangiopathie thrombotique et à une encéphalopathie hypertensive. Voilà la physiopathologie simplifiée de l'HTA maligne. L'hypertension artérielle sévère non contrôlée entraîne une natriurèse de pression et donc une hypovolémie qui va activer le système rénine-angiotensine
aldostérone, entraînant une hypocalémie par l'hyperaldostéronisme secondaire et aggravant l'hyperrésistivité vasculaire par le biais de l'angiotensine 2, ce qui va entraîner des lésions microcirculatoires et déclencher une microangiopathie thrombotique et une atteinte des organes cibles. La conduite à tenir. Devant un niveau tensionnel élevé, il faut commencer par la confirmation de l'élévation tensionnelle en utilisant un matériel adéquat. Puis, il faut s'assurer de la réalité de l'hypertension artérielle par la recherche et la correction des facteurs déclenchants. Donc, il faut traiter la douleur, sonder une rétention, corriger une hypoglycémie, oxygéner le patient hypoxique, etc. Et bien sûr, la répétition des mesures est indispensable. Et on passe par la suite à l'examen clinique en insistant sur l'examen cardiovasculaire, pulmonaire et neurologique. Les examens complémentaires sont orientés en fonction de la présentation clinique, c'est-à-dire pour une poussée hypertensive sans souffrance viscérale, aucun examen n'est réalisé en dehors d'une glycémie capillaire. Mais pour une urgence hypertensive, il faut demander une formule avec un frottis, un ionogramme sanguin, une glycémie, une fonction rénale, une bandelette urinaire et un ECG. Et bien sûr, d'autres examens complémentaires sont nécessaires en fonction de l'atteinte probable de l'organe cible. En résumé, notre examen doit être orienté en fonction de la présentation initiale. En présence d'une dyspnée, on doit suspecter un OAP. Il faut compléter l'examen par la recherche des râles crépitants et bien sûr, la radiographie thoracique permet de poser le diagnostic et éliminer les diagnostics différentiels. En cas de douleur thoracique, on doit suspecter une coronaropathie aiguë ou une dissection de l'aorte et donc l'ECG, la troponine, l'examen d'époux, la recherche d'une asymétrie tensionnelle et parfois l'angioscanner peuvent orienter le diagnostic. En cas de signe d'hypertension intracrânienne, il faut suspecter l'encéphalopathie hypertensive et demander une imagerie cérébrale et un fond d'œil. En cas de déficit neurologique focal, il faut demander une imagerie cérébrale pour confirmer l'AVC. En cas d'ématuré, il faut suspecter une atteinte rénale. En cas de suspicion d'une HTA maligne, il faut demander un fond d'œil. En cas d'HTA sévère ou de signes neurologiques chez une femme enceinte, il faut hospitaliser la patiente en maternité pour commencer la prise en charge. Finalement, la recherche d'une atteinte aiguë des organes cibles permet de différencier une HTA non urgente qui ne nécessite pas de traitement en urgence, mais elle nécessite un contrôle rapproché dans la semaine pour une meilleure évaluation de la tension artérielle et un éventuel ajustement du traitement antihypertenseur. Permet de différencier cette HTA non urgente d'une urgence hypertensive, représentée par l'HTA maligne avec ou sans microangiopathie thrombotique, avec ou sans insuffisance rénale aiguë, une ischémie coronaire, un OAP, un AVC ou une encéphalopathie hypertensive, une pathologie aortique aiguë, une éclampsie ou prééclampsie sévère ou HELP syndrome. La tension artérielle cible et le traitement doivent être orientés en fonction de l'organe cible lésé. J'insiste sur l'effet délétère d'un traitement injectable d'une poussée hypertensive sans souffrance viscérale. Donc, l'abaissement rapide de la tension artérielle dans cette situation est néfaste. Et bien sûr, la nifedipine ou adalate en sublingual est contre-indiquée. Pour les urgences hypertensives, il faut hospitaliser le malade pour le surveiller et le traiter par voie IV. Et bien sûr, la cible tensionnelle, le délai préconisé pour atteindre cette cible et les médicaments préconisés dépendent essentiellement de la nature de l'organe cible lésé. Donc, en cas de complications cardiovasculaires, il faut abaisser la pression artérielle immédiatement avec une cible de PAS inférieure à 14 pour l'OAP et le syndrome coronaire et inférieure à 12 avec une fréquence moins de 60 battements par minute pour la dissection aortique. Le traitement préconisé pour l'OAP
et le vasodilatateur mixte nitroprussiate de sodium, non disponible en Algérie, les dérivés nitrés et le traitement diurétique. Pour le syndrome coronaire aigu, nous avons les dérivés nitrés et le labétolol. C'est un alpha-bêta-bloquant. Et pour la dissection, nous avons l'esmolol, c'est un bêta-bloquant, nitroprussiate de sodium, dérivé nitré et la nécardipine. La nécardipine holoxin est un inhibiteur calcique qui est considéré comme le principal antihypertenseur injectable disponible dans notre pays et il est utilisé dans le traitement de la majorité des urgences hypertensives, à l'exception de l'OAP et le syndrome coronaire aigu. Pour l'HTA-maline et l'encéphalopathie hypertensive, il faut abaisser légèrement la pression artérielle avec une diminution de la PAM entre 20 à 25%, immédiatement dans l'encéphalopathie hypertensive et sur plusieurs heures dans l'HTA-maline pour éviter l'hypoperfusion cérébrale. Pour l'AVC ischémique, il faut respecter l'élévation des chiffres tensionnels. Le traitement n'est indiqué qu'en cas de thrombolyse avec une pression artérielle supérieure à 185-110 ou dans les élévations majeures avec une pression artérielle supérieure à 220-120. Et notre objectif est d'abaisser la pression artérielle moyenne de moins de 15% en 1 heure. Pour l'AVC hémorragique, avec une pression artérielle systolique supérieure à 180 mm de mercure, notre objectif est de la ramener au-dessous de 180 mm de mercure, en évitant l'abaissement important au-dessous de 130 mm de mercure. Et le traitement préconisé dans l'HTA-maline, l'encéphalopathie hypertensive et l'AVC est le même. C'est le labétolol et ou la nécardipine. Dans l'éclampsie, la prééclampsie sévère et le HELP syndrome, notre objectif est de diminuer immédiatement la pression artérielle systolique au-dessous de 160 et la pression artérielle diastolique au-dessous de 105 en utilisant labétolol ou nécardipine et bien sûr avec une perfusion de sulfate de magnésium. Et il faut compléter notre traitement par la prise en charge spécifique de la lésion de l'organe cible, c'est-à-dire le traitement antalgique et la chirurgie pour la dissection de type 1, la revascularisation et le traitement anti-ischémique pour le STEMI, l'oxygénothérapie, la position demi-assise et le traitement de la cardiopathie sous-jacente pour l'OAP, la prise en charge neurovasculaire des AVC et la délivrance d'une éclampsie. Et je vous remercie.